Très bien, donc je vous propose de commencer. Bienvenue donc, dans cette deuxième session de l'atelier 2, donc l'atelier 2 qui traite de la perception sociale, donc comment changer le regard, pour une approche partagée et dynamique d'un littoral résilient. Donc c'était l'intitulé de cet atelier. Donc nous avons une première session la semaine dernière qui s'est appuyée notamment sur 4 présentations. On va y revenir rapidement. Et puis surtout, cette session, donc cette deuxième session est plutôt dévolue à l'échange, puisque la dernière fois, vous avez peut-être été un peu frustré, puisque en fait, les présentations étaient toutes passionnantes et on a même beaucoup débordé par rapport au temps imparti. Donc cette fois-ci, on va pouvoir revenir, puisqu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Et donc qu'on puisse privilégier justement un moment d'échange entre nous sur cette question qui est, comment dire, assez majeure, donc sur ces questions d'adaptation au changement climatique. Donc tout d'abord, on vous propose quand même de revenir rapidement sur les présentations de jeudi dernier, donc notamment les 4 présentations qu'on a pu avoir. Et puis ensuite, on pourra aborder chacune des questions sur la base du questionnaire que vous avez rempli, et vous avez été nombreux à le remplir, près d'une quarantaine de personnes, qui nous donnent déjà des orientations par rapport justement à cette question de la perception sociale. Et on va s'appuyer sur ce questionnaire notamment pour pouvoir échanger entre nous. Donc, alors tout d'abord, donc les 4 intervenants sont là, et donc on propose de revenir rapidement sur les 4 présentations de la dernière fois. Donc, je donne tout d'abord la parole à Raphaël Matevé, donc qui va rapidement résumer sa présentation de la dernière fois. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Sophie et Didier m'ont demandé de revenir sur deux diapositives en particulier. J'imagine la plupart d'entre vous étaient déjà là. La première, c'était sur l'accompagnement du changement. On avait fait le distinguo entre l'acceptation sociale et l'acceptabilité sociale, où l'acceptation sociale, c'était plutôt quand on essayait, devant le fait accompli, de faire accepter par les acteurs locaux un certain nombre de décisions et qu'on passait par des stratégies de mobilisation de différentes catégories d'acteurs, versus co-construire l'acceptabilité sociale. Et donc, un des points qu'il fallait retenir, c'était évidemment d'engager le plus tôt possible le processus d'échange, de dialogue, pour construire une approche collaborative dès l'amont du projet, et cela au-delà du strict périmètre de l'intervention pour éviter un certain nombre d'effets de bord qu'on avait déjà évoqués. Ce processus d'approche collaborative, il vise quoi? En fait, il vise surtout à combler ce qu'on appelle un triple déficit. Le premier des déficits, c'est celui de la reconnaissance, si vous voulez, de l'autre, celui qui façonne le territoire. C'est donc le gestionnaire du terrain du conservatoire, qui ne reconnaît pas forcément un certain nombre d'usagers, de voisins et d'autres. Et inversement, comment ces autres-là ne reconnaissent pas forcément l'existence du gestionnaire ou des objectifs du territoire, du terrain du conservatoire du littoral. Donc, il y a cet enjeu de reconnaissance-là. Et notamment, on avait un petit peu développé, parce que cet enjeu de reconnaissance, il est important. L'enjeu, évidemment, c'est d'essayer de sortir un peu du carcan dans lequel on s'enlise tous tôt ou tard par lassitude, par fatalisme ou par ignorance, peu importe, ou par souhait d'efficacité dans le temps qui nous est imparti. C'est d'essayer de sortir de l'image que nos interlocuteurs seraient mal informés, seraient ignorants, seraient irrationnels, à essayer de basculer, de mobiliser, plutôt en faire des porteurs d'expertise très localisés, certes, basés sur des connaissances empiriques, mais en tout cas, essayer de mobiliser leur savoir plutôt que nier leurs propres observations ou leurs connaissances. Et puis, le deuxième élément
autour de l'enjeu de la reconnaissance, si vous voulez, c'était de questionner quand on propose quelque chose, quand on définit des objectifs, quand on développe des outils de modélisation ou quand on développe des outils d'aide à la décision, se dissimulent tôt ou tard des hypothèses implicites, des prémices culturelles qui accompagne cette vision technico-scientifique et dont on ne se rend pas compte et qui, en fait, propose un modèle de développement, propose un modèle de rapport homme-nature qui n'est pas forcément assumé et qui, au contraire, peut générer un grand nombre de difficultés. Et donc, une fois pour combler ce déficit de reconnaissance, il faut l'associer à un deuxième comblement, c'est celui du déficit de connaissance tout court, connaissance des interdépendances sociales et écologiques. Et pour combler ces deux déficits-là, de reconnaissance et de connaissance, il n'y a rien de mieux, évidemment, que de mettre en place un dispositif de dialogue et d'interaction fréquente. Pourquoi ? Pour finalement combler ce triple déficit. L'objectif, c'est d'essayer de construire de la confiance, puisque la confiance, elle passe par la communication, par la connaissance de l'autre et par la reconnaissance de l'autre. Et c'est sur cette base de confiance qu'on peut construire de l'action collective, donc de l'engagement social pour l'environnement, ce qu'on peut appeler de l'intendance, et faire en sorte que si vous voulez, cette action collective, elle rejoigne l'action publique et construise de l'intérêt général. Ça, c'était les principaux éléments. Et les autres éléments sur lesquels on avait attiré votre attention, c'était que de notre modeste, encore une fois, expérience qu'on observait sur les différents terrains, c'est-à-dire que les moments où les projets fonctionnaient, c'était souvent des projets qui avaient su réunir 4 piliers, la carotte, le bâton, l'accolade et la mule, si je puis dire. Et donc, lorsque une de ces dimensions, un de ces piliers manque ou disparaît dans l'animation du processus, on crée les conditions de faillite ou les conditions d'affaiblissement du dispositif. Donc évidemment, quand la science manque au rendez-vous, on peut co-construire des choses qui sont totalement bancales. Vous avez tous des éléments en tête, j'imagine. Et inversement, quand on n'a que du bâton, que de l'approche réglementaire et de la science, eh bien, la confiance n'est pas au rendez-vous parce que l'interconnaissance n'est pas là et ça n'incite pas à travailler correctement. Voilà à peu près sur les éléments sur lesquels on voulait revenir. Et puis, si tu veux bien, Sophie, voilà, passer à la prochaine diapo. Et ensuite, l'idée, c'était de revenir à la gestion adaptative et distinguer peut-être davantage des processus essais-erreurs dans lesquels on a tous été impliqués tôt ou tard. Dans cette image qui est certainement tirée des travaux des collègues canadiens, francophones, québécois sur la gestion adaptative, l'idée ici, c'était vraiment d'insister sur le fait que dans la gestion adaptative, on considère véritablement qu'on va saisir l'opportunité de l'action pour en faire une hypothèse, pour en faire une expérimentation grandeur nature de laquelle on va tirer de la connaissance et des enseignements pour être plus performant. Et donc, pour pouvoir le faire, évidemment, l'enjeu, c'est de clarifier ses objectifs, c'est de clarifier ce qu'on met en place, évidemment, mais aussi des indicateurs qui nous permettent, au fil de l'eau, de pouvoir évaluer les effets de ces actions, donc ensuite apprendre et ensuite ajuster ces actions ou revoir directement les modalités d'intervention. Et donc c'est ça véritablement la gestion adaptative. Dans les les revues de littérature qui existent, on va considérer qu'il y a un plus grand nombre de revues qui en parlent, mais qui n'en font pas vraiment, ou qui en parlent et qui essayent d'en faire. Mais on manque encore
d'efficacité pour pouvoir, en termes d'évaluation et d'approche comparative, pour vraiment dégager des principes très opérationnels de cette gestion adaptative. Mais sur son fondement théorique et sur les méthodes qui existent, on croit évidemment à son efficacité et à son potentiel pour renouveler l'action et surtout pour engager les acteurs locaux dans ces modalités de gestion, puisqu'on le sait, les acteurs, on l'a vu récemment dans des ateliers en Camargue, les acteurs demandent de l'action, pensent que les, euh, les solutions sont déjà identifiées. Et un des moyens de répondre à cette demande, c'est d'engager une gestion adaptative avec des actions d'ampleur variée qui permettent, si vous voulez, de continuer d'engager les gens dans la réflexion et dans le suivi de ce qui se passe, donc dans leur compréhension de leur expérience du monde, si je puis dire. Voilà. Voilà un peu les éléments sur lesquels on voulait revenir. Et pour ce faire, il y a la gestion adaptative, évidemment, et il y a plein d'autres éléments, d'autres approches, notamment les approches de type artistique qui permettent de créer le pas de côté et de décaler. J'essayais juste de faire une transition, mais je ne suis pas en forme. Donc Didier, je te passe la parole. Merci pour la transition, effectivement. Donc, la deuxième présentation, alors je vais remplacer Eric Patrix, le président de l'association Effet Mer, qui n'a pas pu être disponible aujourd'hui et qui nous a présenté effectivement sous forme de vidéo un événement qui se passe chaque année à la période de la Pentecôte à l'île Tudy. Donc l'île Tudy, comme son nom ne l'indique pas, est une presqu'île en fait reliée par un tout petit tombolo au continent, mais totalement entourée d'eau, puisque dans le Finistère Sud, c'est juste en face de l'eau que tu dis, et c'est au ras de l'eau. D'un côté, il y a la mer, de l'autre côté, la rivière Pont-l'Abbé, et donc c'est sans doute une commune qui est vouée à être submergée dans quelques années. Et depuis maintenant plus de 10 ans, donc un gros festival a lieu pendant 3-4 jours et qui mobilise en fait des supports artistiques, scientifiques, ludiques, culturels de tous ordres, et donc pour faire prendre conscience du changement climatique. Pendant les 3 jours et demi, là, donc, il y a des spectacles, des conférences, des débats, des concerts, des expositions, des ateliers, des librairies, et en fait, toutes les formes artistiques et culturelles sont convoquées pour essayer de sensibiliser donc le plus large public à cette question de l'évolution du littoral, précisément sur ce site. Et donc, comme vient d'indiquer Raphaël, effectivement, là, on a le petit pas de côté, le décalage qui permet finalement à beaucoup de gens d'appréhender en fait les éléments de ce changement climatique. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant parce que, effectivement, moi qui ai participé 2 fois, on voit en fait un large public et surtout, il y a toutes les générations. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Par ailleurs, donc, on voit bien que l'intérêt aussi de ce dialogue à froid, c'est-à-dire que à ce jour, sur l'île Tudy, il n'y a pas encore de risque comme ça imminent, même si on pressent effectivement que l'île Tudy peut redevenir une île, justement, très rapidement. Mais ce dialogue à froid permet finalement d'associer tout le monde, les élus, les professionnels, les usagers, les habitants, à cette réflexion sans qu'on soit dans une situation de conflit ou de péril imminent. Et donc, ce qui permet à chacun de prendre le temps de la connaissance et d'aborder effectivement ce sujet par tous les moyens mis à disposition. Et donc, moi qui travaille avec ces élus là, maintenant au quotidien, je vois bien l'évolution. Et donc, le festival a vraiment eu un effet assez fort au niveau de la sensibilisation des habitants, des élus, des usagers à cette question d'évolution du littoral au sens large, même si, comme nous le disait le président tout à l'heure, la semaine dernière, pour l'instant, par exemple, sur l'immobilier, il n'a pas vu de chute des prix ni rien du tout. C'est-à-dire que les gens sont sensibilisés, informés, mais pour l'instant, il n'y a pas non plus
gros changements de comportement, donc, et notamment de désengagement. D'ailleurs, cette commune est quasiment urbanisée à 100%. C'est une toute petite commune, mais la presqu'île est totalement remplie, et donc c'est assez particulier. Voilà, mais en tout cas, donc ce festival aura de nouveau lieu cette année, et donc cette année, l'invité, c'est le Pays Basque, et donc chaque année, il y a un invité soit national, soit international, qui vient témoigner. Donc, on reçoit chaque année une délégation importante d'autres pays ou d'autres régions qui viennent témoigner vraiment de cas concrets de recul du trait de côte, ou en tout cas des projets soit d'érosion, soit de submersion. Donc voilà pour le témoignage, et donc on va y revenir tout à l'heure, puisque c'est un point qu'on a abordé dans les questionnements, hein, c'est-à-dire les différents outils qu'on peut mobiliser pour sensibiliser donc à cette question du changement climatique. Voilà, donc maintenant je donne la parole à Myriam qui va revenir sur le questionnaire sur les sites adaptés. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je ne vais pas vous faire un résumé de ce dont j'ai parlé la dernière fois, mais je voudrais revenir sur un point en particulier, c'est la question de l'implication des usagers finalement dans les processus de réflexion sur l'adaptation des espaces côtiers. Et en fait, donc c'était la question, je vous avais déjà montré la semaine dernière, voilà, on a posé aux gens la question s'ils seraient prêts à participer ou non de manière individuelle, enfin personnelle. Ce n'était pas une question générale, hein. L'idée était vraiment de prendre la température par rapport à ce que eux individuellement seraient prêts à faire dans ce genre de situation. Et donc je vous avais montré ce graphique, mais qui représente l'ensemble des répondants. Et je vous avais également dit que ce serait intéressant de regarder quelles sont les tendances à la participation entre le public qu'on considère comme étant des locaux, c'est-à-dire des gens ayant leur résidence principale dans ou à proximité des sites adaptés, et les non-locaux, c'est-à-dire ceux qui viennent de plus loin. Et donc, à partir de ces périmètres prédéfinis en amont de l'enquête, ça m'a permis, en fonction des lieux de résidence des personnes qui ont répondu à l'enquête, voilà, d'obtenir ces deux graphiques. Donc, vous avez à gauche les réponses des locaux, et à droite la réponse des non-locaux. Et alors, qu'est-ce qu'on observe comme tendance? Alors, comme vous pouvez le voir, à gauche, on a quand même globalement plus de personnes. Alors là, vous voyez, c'est en pourcentage, hein, donc je vous ai précisé les effectifs. Donc à gauche, il y a 920 personnes et à droite, 742. Mais donc, voilà, les graphiques sont en pourcentage. Et donc, comme vous pouvez le voir, à gauche, on a quand même chez les locaux, globalement, une tendance à la participation qui est plus élevée que pour les non-locaux, même si ce n'est pas aussi, radical en termes de différence entre les deux. Donc, on a aussi un intérêt finalement des usagers non locaux à participer. Voilà, donc ça, je trouvais ça intéressant de vous présenter ça, parce que finalement, il se pose quand même toujours la question de quand on parle des populations locales, quand on parle des usagers, des citoyens, on a beaucoup de mal à définir de qui on parle exactement, parce qu'on n'a pas de corps constitué finalement. On peut identifier des usages et des usagers avec les chasseurs, les agriculteurs, enfin, voilà, mais les usagers, les citoyens, ça reste très vague. Et c'est vrai que c'est une grande difficulté quand il s'agit de se questionner sur leur participation, parce que comment est-ce qu'on va les capter, comment est-ce qu'on va les trouver, etc. Donc, en général, dans les projets de recherche sur ces questions-là, par exemple, on va vraiment aller interroger que les habitants, parce qu'on considère que c'est ceux qui sont les principaux concernés par les évolutions locales à venir. Et là, dans Adapto, ce n'est pas vraiment ce qu'on a fait, puisqu'on a ratissé un peu plus large, on a interrogé plus de personnes. Ça nous permet d'ailleurs de faire ce genre de comparaison et après d'en tirer des conclusions. Voilà, je précise que pour le marais de brouage à droite, il n'y en a pas, puisqu'en fait, 100% de notre échantillon pour le marais de brouage était constitué de personnes résidentes locales. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était le premier point que je voulais faire, et on reviendra dessus plus tard. Merci.
Très bien, merci. Maintenant, on voit la dernière présentation qu'on a eue jeudi dernier, qui concerne le littoral varois. Et donc, c'est Sophie qui va nous présenter donc, les deux projets en fait, qui ont eu lieu à la fois à Salindière et donc sur Saint-Mandrier. Oui, bonjour à tous. Donc, cette présentation avait été faite par Gilles Vincent, maire de Saint-Mandrier et vice-président à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Comme il n'a pas pu se rendre disponible, donc je vais synthétiser ces deux projets qui ont été menés par le Conservatoire du littoral, donc en concertation bien sûr avec les collectivités locales. La première, c'est donc sur les Vieux Salins à Hyères, où nous avons porté un projet de désenrochement de toute une partie du littoral des Vieux Salins. Et ce qu'il avait été intéressant de montrer, au-delà donc des images avant-après que vous avez devant les yeux, qui montrent que c'est une véritable réussite dans le rétablissement de l'équilibre hydrosédimentaire, puisque le sable arrive de nouveau sur la plage et on voit donc l'extension très visible de ces plages et donc la remise en place de ce transit hydrosédimentaire. Mais au-delà de ça, ce qui avait été intéressant de montrer, c'est que donc nous avions mené des enquêtes de perception avant ces travaux et 60% de la population s'était montrée assez défavorable au désenrochement parce qu'ils avaient tendance à faire confiance à ces enrochements, même s'ils ne savaient pas trop à quoi ils servaient. Mais les gens disaient, s'ils sont là, c'est parce qu'ils servent à quelque chose. Donc 60% étaient favorables à ce qu'il reste, bien que 59% les trouvaient inesthétiques. Et au final, donc, lorsque nous avons mené l'enquête dans le cadre du projet Adapto que vient de relater Myriam, donc en 2019, après la première phase de désenrochement, on se rend compte que 75% de la population est favorable à ce projet et se dit satisfaite de ces travaux. Donc, il est intéressant de voir le décalage dans la satisfaction des usagers et leur perception de ces travaux de renaturation avant et après travaux, puisqu'on change radicalement de façon de penser. Alors, c'est peut-être lié à toutes les actions de communication qui ont été mises en place en amont, donc des panneaux sur site explicatifs, des visites guidées, commentées sur le terrain, etc. Mais il n'empêche qu'on a un changement radical et que si on s'en était tenu à la première enquête de perception, les travaux n'auraient probablement pas eu lieu. La deuxième présentation qu'avait fait Gilles Vincent, c'est sur la commune de Saint-Mandrier où les travaux vont démarrer ce mois-ci pour la renaturation d'une petite plage de Galets, qui est une plage pratiquée pratiquement uniquement par les habitants. Ce n'est pas une plage touristique, c'est une petite plage de poche, comme on les appelle, qui avait été enrochée sur toute une partie du littoral et où le projet, c'est de désenrocher, reprofiler totalement la plage, enlever l'espace de stationnement, désenrober le tennis. Mais comme le disait tout à l'heure Raphaël Madbé, il a fallu, pour que ce projet passe auprès de la population, apporter quelque part la carotte. Et donc, en concertation avec les usagers, dans le cadre du plan de gestion, la carotte que nous avons trouvée, dans la mesure où ce lieu est un véritable espace de vie pour les habitants, il y a beaucoup de jeunes et d'enfants en fait qui se retrouvent sur cet espace, c'est de leur offrir un théâtre de verdure. Ce théâtre qui paraît, enfin, quand on va sur les lieux, il va de soi parce que la topographie du lieu fait deviner déjà un théâtre de verdure qu'on ne fera que mieux l'exprimer au travers de quelques petits aménagements légers. Voilà donc pour les présentations qu'avait fait Gilles Vincent. Et donc, nous souhaitions partir donc de ces présentations-là qui avaient été faites lors de la session précédente pour enchaîner sur la discussion. Et discuter avec vous d'un certain nombre de questions que l'on s'est posées et que l'on souhaite vous poser autour de ces différents projets de renaturation du littoral, de comment mieux travailler avec la nature et face au changement climatique.
Bien, mais merci. Donc, maintenant, on va pouvoir vous donner la parole. Donc, notamment, on va pouvoir questionner effectivement cette fameuse ingénierie d'accompagnement en fait du public, des populations. Et donc, on avait une première question qui concerne effectivement les raisons d'associer les populations à ce changement donc, sur chacun des sites. Donc, on a vu plusieurs expériences. Et donc, l'idée, la parole est ouverte. Donc, vous avez deux moyens, comme l'a rappelé tout à l'heure Adrien. Donc, soit le chat, donc vous pouvez à tout moment donc, intervenir, faire des propositions, et puis aussi, bien sûr, directement prendre la parole. Et donc, pour cela, donc, on va vous ouvrir les micros. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Ou je pense que vous aurez aussi la possibilité d'ouvrir vous-même les micros pour pouvoir vous exprimer. Donc y a-t-il des questions qui apparaissent déjà? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur cette première question? Les raisons notamment d'associer la population à ces changements et à ces projets d'adaptation au changement climatique. Alors, je vois que je ne sais pas si quand vous parlez dans le chat, là, il y a la discussion, quelqu'un parle de l'étude. Je ne sais pas si vous parlez de l'enquête de perception adapto. Si c'est celle-là, je suis en pleine phase de rédaction et d'analyse des données. Donc, pour chacun des sites adapto, on devrait avoir in fine une synthèse sur l'ensemble des résultats obtenus, avec évidemment, comme vous le soulignez, beaucoup plus de précision sur la composition de l'échantillon, les lieux de vie, la question du périmètre, évidemment. Tout ça, c'est évidemment précisé dans ce document. C'est vrai que là, pour le moment, je vous ai présenté des éléments très vagues et voilà, c'est évident que l'objectif n'était pas de vous présenter des choses extrêmement précises vu la taille de l'échantillon pour le moment. Je vois que Patrick Bazin lève la main. Est-ce qu'on peut lui donner la parole? Alors, oui. Oui. Merci. En fait, moi, j'avais une réaction, enfin, plus une question finalement sur à votre avis, pour quelles raisons faut-il associer la population aux enjeux du changement climatique? Bon, je pense que c'est nécessaire parce que les décisions en la matière ne peuvent pas impliquer que les responsables, je dirais, habituels, les élus, les services administratifs, même les propriétaires. Il faut aller au-delà parce que ce sont des changements qui impliquent vraiment, enfin, qui remuent la représentation du territoire pour beaucoup de gens. Et donc, on s'est déjà aperçu que des projets qui étaient totalement actés au plan administratif, politique, pouvaient ne pas se faire pour des raisons d'opposition de la population. Donc, associer la population est quelque chose d'essentiel. Par contre, ce qu'on a vu dans les différents exemples donnés, c'est que le moment et la façon dont on aborde la question avec cette société civile est assez crucial, puisqu'on s'aperçoit que si on s'en remet à une perception immédiate, on risque d'avoir des projets qui ne peuvent pas voir le jour, alors qu'ils pourraient s'avérer pertinents à terme. Donc, pour moi, la question, enfin, ça viendra peut-être après, mais j'aurais envie de me concentrer sur cette question-là, c'est à quel moment et comment faut-il associer la population? Merci. Donc, effectivement, oui, c'est la question suivante, la question qu'on a posée par la suite. Oui. Allez-y, oui, il y avait une demande de parole. S'il n'y a pas un souci, peut-être on peut passer à la diapo suivante et tu peux peut-être la commenter.
justement, puisque ça fait appel à ce que vient d'évoquer Patrick. Oui, donc effectivement, c'était une question qu'on vous posait dans le questionnaire, donc savoir à quel moment il est le plus pertinent de consulter la population. Donc, je rappelle un questionnaire qui avait été diffusé à l'issue de la dernière session, jeudi dernier. Et donc, dans la très grande majorité des cas, vous avez donc répondu qu'il était nécessaire d'associer la population le plus en amont possible, en phase initiale de réflexion du projet. Et certains d'entre vous ont répondu que il était nécessaire d'associer les locaux dès la phase amont parce qu'ils avaient connaissance de données dont les porteurs de projets n'avaient pas forcément connaissance et qu'il était donc utile que ces acteurs locaux puissent donc diffuser ces données-là dès la phase amont du projet. Vous avez été aussi nombreux, et c'est l'objet du deuxième graphe, à montrer qu'il était nécessaire d'agir, de faire intervenir la population à toutes les phases du projet et de travailler avec elle de manière itérative et dans un esprit de co-construction. C'est d'ailleurs ce qui ressort des chats que j'étais en train de consulter, où nombre d'entre vous dit qu'il est nécessaire de consulter la population pour éviter les oppositions, pour rendre les projets acceptables et acceptés, et également pour construire une culture commune. Toutefois, ce qui questionne, dans ce que tu as exposé tout à l'heure, Sophie, sur les salles indières, c'est quand même la différence entre la question amont, où en fait, si on avait interrogé ou plutôt suivi la population, on aurait maintenu les enrochements. Il a fallu à un moment donné une décision politique un peu courageuse d'enlever les enrochements. Et aujourd'hui, tout le monde considère que finalement, c'est beaucoup mieux sans les enrochements et que par ailleurs, on aura trouvé un milieu naturel, une plage et autres. Donc, à un moment donné, c'est vrai que c'est. Alors, je ne sais pas, je jette peut-être un pavé dans la mare, mais parfois, on peut avoir des populations qui sont assez hostiles au changement, conservatrices, et qu'à un moment donné, il faut aussi être audacieux dans le choix à partir du moment où on considère effectivement que l'aménagement peut être meilleur et beaucoup plus adapté justement à cette évolution du trait de côte. Oui, c'est... À ce sujet, moi, je voulais juste peut-être un petit point. Je voulais juste préciser, c'est-à-dire on parle de consulter ou d'associer la population, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je pense qu'il faut être vraiment vigilant sur le vocabulaire employé. Consulter la population, c'est vraiment demander un avis aux gens et peu importe ce que fera de cet avis. D'ailleurs, c'est souvent... La difficulté, c'est que quand on demande un avis aux gens, les gens ont l'impression qu'on va prendre en considération leur avis, alors que quand on consulte, il n'y a pas de garantie de prise en considération de cet avis. Et associer la population, c'est s'engager avec elle dans un processus qui permet aux uns et aux autres d'interagir et d'interférer et d'altérer le processus qui a été lancé par les porteurs de projets. Donc, je pense qu'il faut être assez vigilant quand on va sonder les gens, si on parle de les consulter ou de les associer, puisque ça n'a pas les mêmes conséquences. Et peut-être un point en réaction à ce que disait Didier. À l'évidence, ou même Patrick, ça va vraiment dépendre des contextes locaux et des trajectoires sociales et écologiques sur lesquelles on est pour pouvoir définir le bon moment. Je pense que c'est un mélange à la fois d'analyse du jeu d'acteur, d'approche stratégique et de feeling pour sentir un peu le meilleur moment. Je pense qu'il n'y a pas malheureusement, il n'y a pas de solutionnisme au sens de règle générale sur le bon moment pour impliquer population. Ça dépend aussi un petit peu de la nature du projet. Si on est sur une rectification du trait de côte, de la libre évolution, ça dépend aussi de la superficie impactée. Mais voilà, c'était juste un point, on pourra y revenir, mais sur lequel je voulais réagir. Très bien, merci. Oui, c'était nécessaire. Est-ce que sur ce point, il y a encore d'autres réactions? Donc, oui, donc il y a dans la discussion, il y a bien sûr un débat, mais qui avait déjà été posé par Myriam, sur la légitimité des gens qui s'expriment, effectivement, donc, et la représentativité.
Effectivement, on peut voir aussi des processus de co-construction dans lesquels on fait carrément un choix de la population pour vérifier la représentation de l'échantillonnage, quoi, hein, donc d'éviter les biais en disant que certaines proportions de population. Mais ça, on a assez peu d'exemples. Moi, j'en ai conduit une, mais où en fait, dans le cadre d'une concertation, on fait carrément le choix, on va chercher les gens et on vérifie bien qu'ils soient représentatifs de la population. Et à ce moment-là, on peut engager un processus de co-construction qui est peut-être un peu plus légitime que quand on laisse venir les personnes où effectivement on peut avoir tout un pan de la population qui ne participe à rien. Et c'est ce qui est un peu d'ailleurs illustré dans les enquêtes de Myriam, où on s'aperçoit qu'il y a une partie des gens qui n'ont pas d'avis ou qui n'ont pas envie de le donner, quoi. Et donc c'est même un peu inquiétant, enfin c'est une réalité. Alors là, il y a une question sur que pensez-vous de l'outil du référendum local pour trancher ces questions? J'avoue que je ne connais pas beaucoup la pratique. Enfin, je veux dire, en termes de référendum local, je ne sais pas comment ça pourrait être, mis en place. Je ne sais pas si c'est quelque chose. Peut-être deux points sur. Moi, je pense qu'au-delà du dispositif propre, par exemple, tel une procédure de référendaire, l'enjeu, on le voit quand on s'inscrit dans les missions du Conservatoire du littoral avec une vision à très long terme. L'enjeu, c'est vraiment de construire un processus le plus qualitatif possible. Voilà, c'est-à-dire que une approche référendaire locale, elle peut faire sens et elle peut être pertinente de mon point de vue s'il y a un accompagnement, une réflexion en amont qui permet aux uns et aux autres d'avoir une approche réflexive, de peser les pour et les contre, les effets des relations de cause à effet, ce genre de choses, et pour pouvoir être à même de juger au mieux. Donc, je pense que l'enjeu, on rejoint ce qu'on évoquait déjà tout à l'heure, c'est cette difficulté de mettre en place une communication qui stimule la réflexion et l'engagement. Donc ça, c'était un premier point. L'autre point, je crois que c'est en réponse à Benjamin Buisson. On l'avait déjà fait, la référence, je crois que c'était Alix qui avait répondu la semaine dernière. Il faut aussi garder en tête que quand on fait des enquêtes, enfin Myriam pourrait y revenir aussi sur les limites de ce genre d'enquête, hein. C'est-à-dire que quand on tombe soudainement sur un usager là, qui est en train de penser à autre chose, qui a d'autres soucis, qui est en train d'évacuer un certain nombre de soucis sur le terrain et que de but en blanc, on lui pose une série de questions de pour, contre, c'est beau, c'est laid. Voilà, quand on veut un peu de nuance, c'est vite difficile. Donc, il faut savoir aussi garder un peu de distance par rapport à ces enquêtes, au-delà des problématiques classiques d'échantillonnage stratifié ou pas, de taille d'échantillon. Il y a aussi le moment de la journée, le type de personne qu'on interroge qui fait que la réponse peut paraître brutale, peut paraître définitive, mais si on discutait avec cette personne-là, on s'apercevrait que finalement, elle serait favorable au projet, alors que spontanément, elle a répondu non, voilà, ou l'inverse. Donc, je pense qu'il faut toujours être vraiment prudent sur les approches de ce type-là. Si tu veux compléter, Myriam. Alors, oui, bah, c'est cette question du caractère représentatif des réponses en elles-mêmes, finalement, quand les gens, c'est comme tu disais, hein, Raphaël, c'est-à-dire qu'on va rencontrer des gens qui parfois n'ont aucune connaissance sur le sujet sur lesquels on vient les interroger, et il peut y avoir à ce moment-là beaucoup de biais, que ce soit des biais de désirabilité sociale, comme on dit, c'est-à-dire que la personne va répondre enfin, d'une certaine manière, peut répondre en se disant bah, peut-être que là je ne connais pas ce sujet, donc comme on est en train de parler sur des thématiques de changement climatique, ben,
Je pense que vis-à-vis de cette question, il vaudrait mieux que je réponde ça plutôt que ça. Enfin, ça peut se jouer à tellement de choses. Voilà, il est évident que c'est des éléments de réponse à manier avec précaution, en gardant toujours en tête que finalement, ce qui ressort de l'enquête, c'est vraiment la vie d'une personne, mais à un moment donné, à un instant T, et que ça ne représente pas forcément ce que la personne pense tout le temps, à tout moment de sa vie. Enfin, voilà, donc ça peut être très, très riche en termes de rendu, dans ce que les gens peuvent exprimer dans ces enquêtes. Et en même temps, ça a aussi des limites. De fait, hein, on est sur des données, enfin, des choses évoquées par les gens qui ont voilà, une représentativité limitée dans le temps et dans l'espace. Je voudrais répondre aussi à la question de Charlotte Michel qui demande à quoi ça nous a servi de mener ces enquêtes sur le terrain. Donc, je vais donner un élément de réponse et Myriam, bien sûr, je te laisserai compléter. Au départ, cette enquête perception, c'était à la fois sur le territoire des Vieux-Salins. Je ne vais parler que du territoire d'Hyères. C'était à la fois pour bien sûr prendre le pouls et savoir ce que pensait la population de ce type de projet, mais c'était avant tout pour l'informer. Donc, c'était à la fois une consultation des usagers locaux, mais aussi une manière d'informer, d'aller au-devant d'eux et de les informer différemment que par la presse, par le bulletin municipal, etc. Parce que rien de mieux que d'être sur site. Ces enquêtes de perception étaient menées sur le site lui-même pour montrer les désagréments qu'apportait un enrochement, la cellule d'érosion, etc. On la voit beaucoup mieux quand on est sur site que sur une photographie aérienne ou dans une salle lorsque l'on fait des réunions publiques. Donc, quelque part, c'était à la fois une action de consultation, mais aussi d'information. Myriam, peut-être as-tu autre chose à rajouter? Alors, par rapport à ce à quoi ça a servi, moi, j'ai plutôt donné mon expérience personnelle en tant que doctorante au sein de l'établissement. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est la complexité du sujet qui se voulait très générale, donc la question des perceptions sociales sur l'ensemble des sites adaptos. Et donc là, à partir de là, s'est posé la question de comment est-ce qu'on allait construire tout ça, par quels moyens on allait aller interroger les gens, etc. Et donc, ça a été moi, j'ai trouvé que ça a été un exercice de co-construction de l'ensemble de l'enquête, des questionnements, qu'est-ce qu'on allait interroger ou non et pourquoi. Pour le coup, je pense qu'au sein même du conservatoire, c'était très formateur, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, sur ces questions-là, parce que c'est posé la question de comment on allait mettre en place une action nationale, mais qui soit adaptée au contexte local, tout en conservant donc à la fois des enjeux questionnant des enjeux nationaux et en même temps des enjeux locaux, et comment on allait traiter ces questions-là et comment on allait les construire. Donc voilà, ça a été vraiment un travail de réflexion collective. Je pense intéressant. Après, c'est vraiment que, pour le coup, c'est que mon avis à ce stade-là hein, de l'enquête. Très bien, donc là on a des propositions qui consisteraient notamment à former en fait des citoyens donc qui seraient chargés d'expliquer aux autres en fait des espèces d'ambassadeurs en fait d'essayer d'atteindre effectivement par un processus d'intelligence collective en fait une meilleure connaissance partagée en fait du projet, de ces enjeux. Effectivement, je pense que c'est des outils qui marchent assez bien hein, quand on arrive à travailler sur des publics qu'on accompagne au long cours. Mais je pense que ces dispositifs, et c'est intéressant quand c'est fait, notamment, je parlais tout à l'heure du dialogue à froid, c'est bien quand on a du temps en fait hein, sur un processus et qu'on peut effectivement avoir le temps d'accompagner, former du public pour pouvoir avoir une meilleure compréhension des dispositifs en jeu et de pouvoir co-construire. Effectivement, c'est le mieux. Alors peut-être on peut s'acheminer vers la deuxième question justement qui évoque ce point-là, qui est comment justement partager en fait tous ensemble
l'idée d'un littoral qui serait en mouvement et donc cette idée de la préparation au changement. Et donc, c'était le point d'ailleurs sur la deuxième série de questions qu'on vous avait proposées. Et donc, je ne sais pas si on peut les faire apparaître, Sophie. Oui, donc là, on avait cette question qu'on vous a posée. Donc voilà, quel serait le cadre idéal pour consulter ou concerter les usagers. Alors, bon, comme vous pouvez le voir hein, dans vos réponses, ce qui est sorti en priorité, c'est la question la proposition des sorties de terrain commentées avec explication du projet et la mention autre, où en fait, beaucoup de personnes ont répondu que c'était surtout il fallait un mix d'un maximum de moyens de communication, de sensibilisation, avoir recours à la fois à des conférences, mais à des prestations, des représentations artistiques, communiquer sur le terrain, faire des sorties de terrain avec explications, etc. J'ai cru voir dans la discussion, là, vous parliez d'ambassadeurs et des personnes qui ont évoqué des ambassadeurs du projet. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose une idée que je trouverais intéressante à développer si la personne en question aimerait intervenir sur ce sujet-là. Mais bon, voilà, il y a vraiment cette idée d'avoir des personnes finalement sur le terrain qui sont là pour présenter et expliquer ce qui se fait. J'ai fait une enquête sur le bassin d'Arcachon au domaine de Serre-Craveyron. Et c'est un terrain où il y a beaucoup d'animateurs nature qui sont là pour permettre aux gens qui se promènent sur le terrain d'observer les oiseaux, de comprendre un peu la faune, la flore, ce qui s'y trouve, etc. Et ce sont des personnes qui peuvent, sur des périodes données de l'année, relayer des informations. Et ils m'ont d'ailleurs aidé, puisque finalement, ils ont encouragé les gens que ils rencontraient à aller me voir pour répondre à mon questionnaire. Donc, c'était aussi un travail sur le terrain d'entraide finalement. Et voilà, donc il est évident que la démonstration par l'exemple, montrer visuellement, faire appel au sens de la vue, c'est un des moyens les plus efficaces pour permettre aux personnes de se représenter, encore une fois, hein, dans le temps et l'espace, la complexité des enjeux en place. Et puis, sur la droite, on a mis quelques-uns de vos commentaires. Et vous pouvez voir le premier, hein, avec l'idée « les panneaux ne répondent pas aux questions qui nous a fait sourire. Mais en même temps, c'est très, très vrai. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette idée que on parlait beaucoup de confiance, on parlait de communication, de connaissance, de reconnaissance. Et tout ça, ça passe par l'interaction humaine, en fait, hein, par le fait d'avoir un interlocuteur en face à qui on peut poser des questions, à qui on peut exprimer des inquiétudes, et quelqu'un en face qui nous répond, et donc, de fait, une personne qui peut venir justement rassurer sur ces sujets-là, etc. Donc, c'est vraiment... voilà, je vais faire le point sur cette question des moyens de communication. Oui, ce qui est assez paradoxal qu'on voit là, c'est que en fait, le moyen qu'on utilise le plus, hein, c'est-à-dire l'enquête ou la réunion publique, hein, c'est ce qu'on fait systématiquement dans toutes les communes dès qu'il y a un projet. C'est celui qui requiert en fait le moins vos suffrages, en fait. Et donc, on se méfie beaucoup de ces réunions publiques où effectivement, il y a des effets de manche, il y a aussi des prises de position de certains, donc qui vont capter effectivement l'attention du public. Et c'est vrai que c'est, semble-t-il, pas très égalitaire. Mais les panneaux et les réunions publiques, je crois que c'est les deux outils principaux qu'on utilise. Et donc, c'est celui qui a le moins vos suffrages, en fait. Bon, c'est intéressant, mais ça questionne après sur peut-être la difficulté d'utiliser tous les outils de la boîte à outils disponibles dans les questions de consultation, peut-être.
Moi, je voulais réagir pour un point, un commentaire général, c'est dans la continuité de ce que tu viens de dire, Didier. Effectivement, les réunions publiques, tout le monde en a usé et abusé, et souvent on en voit toutes les limites du fait du lieu d'exposition, de posture assez marquée, des effets de manche, comme tu disais. Mais je pense qu'il faut garder en tête qu'il n'y a pas d'outil miracle et qu'il faut mobiliser dans la mesure du possible certainement l'ensemble du portfolio des moyens et des outils disponibles. Moi, je trouve que les sorties terrain commentées, où on laisse aussi aux différents acteurs exprimer leur point de vue, sous réserve qu'ils soient équilibrés avec aussi des spécialistes de l'hydrologie, de je ne sais quoi, sont extrêmement efficaces pour créer ce concernement qui permet de créer de l'intérêt aussi chez les gens à participer. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était sur le chat, la notion d'ambassadeur. Donc certains, peut-être pas tous, mais certains parcs naturels régionaux, les réserves de biosphère mobilisent les ambassadeurs justement pour porter les messages de connaissances et sur les projets qui sont en cours sur le territoire, donc à la fois sur l'histoire du territoire, sur l'actualité, sur le futur du territoire. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir s'il y a un retour d'expérience sur la manière de former ces ambassadeurs, de diffuser. Je sais qu'à une époque, on diffusait un petit panier, un petit carton avec des documents clés pour que la personne soit en situation de montrer une carte, de montrer des choses ici et là, pas forcément à destination des touristes, hein, mais aussi à destination des amis et d'autres usagers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à explorer. Et après, je pense ça, c'est peut-être en réponse au chat un message qui venait plus haut, je crois, de Patrick. Oui, après, des fois, au début, quand on démarre, on a tout de suite les opposants au projet, les conflits d'intérêts. Je pense que c'est peut-être en lien avec la question de Charlotte Michel qui retournait le questionnement, à quoi finalement ça sert d'impliquer toutes ces populations-là. L'idée, effectivement, c'est d'essayer de voir comment on peut faire en sorte de casser la symétrie d'information et de dépasser les conflits d'intérêts et conflits de posture, sachant qu'il ne faut pas être naïf. Voilà, évidemment, ce n'est pas parce qu'on pense avoir bien communiqué, fait des belles plaquettes et des beaux panneaux que les gens qui sont le plus dérangés par le projet n'interféreront pas avec. Donc, mais bon, ça, vous êtes au fait de ces éléments-là, mais je pense que ça méritait d'être rappelé aussi. Alors, parmi les ambassadeurs, l'expérience que nous avions menée donc, au Vieux-Salins, c'était de faire du chef d'entreprise qui était sur place en train de réaliser les travaux de désenrochement, l'un de nos ambassadeurs, justement. Donc, on a pris un certain temps à le former pour lui expliquer en quoi consistaient les travaux, pourquoi on faisait cela, etc., pour qu'il puisse répondre aux questions des usagers. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'à l'issue du chantier, ça l'a amusé en fait de faire ça. Et c'est quelqu'un qui aime vraiment le contact avec les gens, donc il s'est vraiment prêté au jeu et il a été très souvent questionné par les usagers, les promeneurs, parce que c'est un site qui est très fréquenté par les promeneurs. Et à la fin du chantier, donc il nous a dit il y a environ 75% des personnes qui sont favorables à ce qui est fait, qui apprécient beaucoup ces travaux, etc. Bon, il y a quelques réticences, etc. Et il l'avait chiffré à 75%. Et l'enquête de perception qui a suivi quelques mois plus tard a donné vraiment exactement les mêmes résultats. Donc, c'est intéressant parce qu'il n'avait pas fait de statistiques, hein, c'était sa perception personnelle et ça avait fonctionné. Mais voilà, des personnes comme les chefs de chantier ou d'autres personnes aussi qui se baladaient sur le sentier et qui disaient à d'autres « Ah, allez voir la dame là, elle mène une enquête,
c'est très intéressant. Elle va vous informer sur les travaux, pourquoi ils ont été faits, etc. Donc, on a des personnes qui s'improvisent ambassadeurs aussi. C'est assez intéressant. Très bien, donc on peut peut-être aborder donc la question suivante, qui était la question de justement du point qu'a introduit Raphaël, de la gestion adaptative. Donc comment est-ce que on passe de visions un peu fixistes à des visions d'adaptation et d'évolution, et donc avec des changements de pratique. Donc un point qui est pas tout le temps évident, même pour nos gestionnaires, qui ont l'habitude d'avoir des territoires assez immuables et qui vont tout d'un coup être soumis à des évolutions. Et comment on travaille dans ces domaines d'incertitude, notamment, donc face au changement climatique, et comment est-ce qu'on intègre l'incertitude dans les choix, sachant que même les solutions qu'on préconise vont sans doute pour partie être temporaires. Et donc ça bouscule quand même beaucoup de points de vue, y compris des scientifiques, des techniciens qui sont obligés de remettre en cause leur savoir, leurs connaissances. Et donc, c'est un point relativement délicat dans ces processus où les gens qui savaient ne savent plus. Et donc, et ceux qui avaient des connaissances assez solides les remettent en cause. Et donc là, c'est un point assez fragile dans ces questions-là, c'est qu'on procède par essai-erreur. Et on préconise des solutions qui ne sont pas certaines. Et donc, on emmène tout le monde globalement vers l'inconnu. Et donc, c'est vraiment un point difficile dans toutes nos concertations sur l'adaptation au changement climatique. C'est que globalement, on travaille quand même sur des prévisions, sur l'incertitude, et on n'est pas sûr du pire. Donc, et on est obligé de faire avec. Et donc, ça, c'est vraiment une difficulté. Et on peut regarder peut-être des questions, voir comment est-ce que vous avez répondu sur ce point. Alors, donc là, comme vous pouvez le voir, on a vos réponses à la question de comment réapprendre, enfin, par quels moyens réapprendre à percevoir le littoral comme un espace mouvant. Alors, la question de l'enseignement à l'école, l'intégrer dans les programmes scolaires, bon, alors ça, c'est quelque chose, là, ici, ça ressort en premier, mais c'était la même chose dans l'ensemble, enfin, sur l'ensemble des sites adaptos, on a aussi posé cette question. Et l'importance d'intégrer ces sujets-là dès l'école ressort. Alors, c'est intéressant parce que rien que cette question-là, elle a été interprétée de différentes façons par les personnes avec qui à qui j'ai pu présenter les résultats. Donc, des personnes ont considéré cette réponse-là comme une sorte de désengagement, de sentiment de déresponsabilisation des adultes vis-à-vis des futures générations, en disant bon, il faudra que ce soit fait à l'école, et voilà, nous, bon. Ça a pu être interprété également d'une autre manière, qui était que on avait posé une question avant aux usagers, on leur avait demandé s'ils se sentaient assez bien informés sur l'ensemble de ces questions-là, en fait, la question de l'adaptation, au risque côtier, etc. Et on avait quand même une majorité de personnes qui avaient répondu non. Et ensuite, on leur demandait les meilleurs moyens de communiquer là-dessus. Et ils avaient, donc à chaque fois, c'est l'école qui ressort. Je pense que c'était aussi, enfin, je dis je pense parce que pour le coup, c'est une interprétation, une autre interprétation. C'est celle que, disons qu'à travers l'école, il y a cette idée que on a pris beaucoup de retard vis-à-vis de ces thématiques-là et qu'elles doivent être intégrées au plus vite dans les questions, dans les programmes scolaires, pour la simple bonne raison que les générations d'aujourd'hui qu'on interroge reconnaissent être assez peu informées sur ces questions-là, assez peu formées, et peut-être qu'il y a une sorte de regret quant au fait de ne pas avoir été justement informés dès l'école sur ces questions-là. Voilà, donc disons que c'est sujet à interprétation, mais l'école revient souvent. Et puis après, voilà, la question de l'animation pédagogique aussi, comme ça a été mentionné déjà auparavant. Enfin voilà, l'importance de la pédagogie. C'est vraiment la question. J'aurais pu vous remettre à ce stade-là, la question sur les solutions fondées sur la nature qu'on a posées aussi
dans l'enquête, où on a interrogé les gens, je vous l'avais montré la semaine dernière, sur est-ce qu'ils étaient prêts à accorder leur confiance sur l'utilisation de l'espace naturel comme moyen de gestion du risque. Et le degré de confiance accordé était assez important selon les sites et avec bien souvent des mentions des personnes qui disaient que du fait de leur non-connaissance de ces sujets-là, à partir du moment où on faisait appel à des scientifiques et à des chercheurs pour que les solutions mises en place tiennent la route, hein, c'était comme ça que c'était présenté par les gens, et ben, ils étaient prêts à accorder leur confiance. Donc, c'est pour revenir sur l'idée qui a été développée au départ par Raphaël sur l'importance des quatre piliers et que l'approche, les approches scientifiques au regard des usagers qu'on a pu rencontrer sur les sites, c'est très important. Voilà, c'était pour noter ce point sur la question de la confiance. Très bien, il y a une intervention est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Patrice Bels? Est-ce que Patrice, tu peux nous expliquer ce que c'est que le maraudage pédagogique? Ça interpelle. Oui, oui, bonjour, Patrice Bels. Donc c'est le CPUE dans le cadre d'Adapto sur Brouage qui a pris cette mission en main et qui va à la rencontre des gens sur site, des gens, tous les gens du site qu'on peut trouver, usagers, socioprofessionnels, et c'est eux qui vont les interroger par des actions pédagogiques. Donc, voilà, est-ce que vous connaissez le changement climatique? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut... Et c'est très proactif et en fait, ils ont un retour d'expérience assez étonnant parce que, bon, il y a toujours des cas où ça se passe, non, écoutez, non, ça ne nous intéresse pas, mais globalement, c'est ultra efficace en fait dans la pédagogie et ça touche autant les enfants que les adultes, ce qui apporte une dimension aussi assez intéressante dans la démarche. Voilà, ça surprend toujours un peu les gens au départ, et puis très vite, ils se prennent facilement au jeu et on touche finalement du public sur site et on en profite pour faire de la pédagogie. Voilà. Très bien, merci. Il y avait aussi des interventions effectivement sur la question de la formation des adultes. Moi, j'y souscris assez aisément, d'autant plus que parfois c'est un peu une spécialité de dire il faut toujours enseigner à l'école et puis bon, c'est une solution. Et donc on a tendance un peu à renvoyer quand même à l'école pas mal de choses. Et quand on voit déjà le programme chargé qu'il y a dans l'éducation nationale, donc c'est vrai que globalement, c'est un petit peu un désengagement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait et qui n'ont pas été enseignées à l'école. Donc je pense que c'est important de l'évolution du climat et du changement du trait de côte, je pense qu'on peut très bien apprendre sans repasser par l'école. Et donc, mais c'est vrai que c'est souvent une des réactions et je pense qu'il y a quand même beaucoup à faire sur l'information et la formation des adultes et de tous les usagers et tous les habitants. Et donc, d'une manière générale, de toute façon, vous privilégiez plutôt effectivement les sorties de terrain, l'endroit où effectivement on peut toucher le plus de monde et où les actions concrètes sont plus faciles à évoquer. Moi, je pourrais réagir aussi à quelques éléments là, du chat. Le premier, c'était sur les éléments sur l'incertitude. Et c'est en lien avec ce qui était dit juste avant sur pourquoi engager les gens, comment les engager. Il faut qu'on arrive à montrer et à construire, à dire qu'évidemment, on est à un niveau d'incertitude tel, même s'il y a de plus en plus de modélisation, même si on gagne en précision de prévision, etc. Il y a un niveau d'incertitude important sur les conséquences de ce que l'on va faire. Et que pour le traiter, on ne peut plus faire appel évidemment à
la seule expertise ou au seul scientifique, et un moyen justement en situation d'urgence, quand on a un littoral qui devient extrêmement mouvant ou qui menace avec des risques de submersion, engager avec les acteurs locaux une discussion et co-construire la connaissance de ce qui se passe, et en même temps co-construire des solutions avec les gens qui vont être impactés, c'est ce qui semble être le plus judicieux dans bien des circonstances. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la science post-normale aujourd'hui. Mais au-delà de ces gros mots-là, c'est vraiment engager l'action avec les acteurs locaux. Sur l'information, évidemment, les cafés philo, vous parlez que ça doit réinterroger aussi les rapports à la nature. Oui, il faut faire des cafés philo, réinterroger les rapports à la nature. Mais tous les bouleversements qu'on a sur le littoral, vu que le littoral il est occupé depuis la nuit des temps aussi par les humains et fortement aménagé, c'est aussi questionner la relation aux différentes activités humaines, à la sienne, à celle des autres, et sa relation aussi au collectif, hein, donc à la décision. C'est comment on décide individuellement, comment on décide collectivement. Et donc, il faut questionner le rapport à la nature sans cesse, mais il faut aussi questionner le rapport à l'autre et le rapport au collectif dont on fait partie. Et évidemment, la difficulté, c'est qu'avec la modernité, il y a l'individualisme qui s'est mis à régner un peu partout, et on a tendance à sortir un peu des collectifs. Et donc, toute la question, c'est comment on arrive via ces campagnes d'information, via les programmes scolaires, via l'éducation des adultes, via les interventions artistiques, à recréer du collectif, à recréer ou à créer de véritables communautés dans les territoires qui nous importent, pour justement faire du commun, quoi, aller de l'avant. C'est vraiment un des enjeux importants, je crois. Donc les ambassadeurs, c'est pas mal, ça multiplie les relais. Il faut des relais systématiquement dans tous les domaines sectoriels de la société et de la population locale. Mais évidemment, ça passe par de l'animation territoriale. Voilà. Il faut maintenir cette animation territoriale et mobiliser toutes les techniques et les outils disponibles. Je souhaitais juste revenir sur quelques points. L'aspect temporel, puisqu'on nombre d'entre vous, hein, la dernière fois, avaient répondu qu'effectivement, l'une des manières de réapprendre à percevoir le littoral, c'était de l'enseigner à l'école, de l'intégrer dans les programmes scolaires. Et Jean Jalbert a répondu tout à l'heure sur le chat, c'est aussi une question de temporalité, c'est-à-dire que les décisions que nous devons prendre aujourd'hui, ce ne sont pas nos enfants qui vont les prendre. Donc, c'est bien de former nos enfants, mais c'est nécessaire, mais pas suffisant, je dirais. Il faut aussi parvenir effectivement à former les adultes avec les manières que tu viens de citer, Raphaël, et qui ont été mentionnées dans le chat, hein, par le maraudage, les animations pédagogiques, etc. Mais les décisions, c'est aujourd'hui qu'il faut les prendre, et ce ne sont pas nos enfants qui vont malheureusement les prendre. La dernière fois, il y avait un chercheur qui s'était longuement étendu sur le questionnaire. Alors, je ne sais pas s'il est présent aujourd'hui, mais s'il est présent, je veux bien qu'il prenne la parole. C'est une personne qui faisait des recherches sur les réunions publiques et l'efficacité de ces réunions publiques. Et je trouvais son témoignage intéressant au travers du questionnaire, puisqu'il disait que les réunions, enfin la manière dont j'ai interprété son témoignage, hein, c'est que les réunions publiques étaient à éviter parce que ça générait trop d'effets de groupe, et qu'en gros ce sont les opposants qui très souvent prennent la parole et masquent les opinions des autres, et qu'il valait mieux aller au-devant des usagers, des habitants, par le biais d'autres moyens, qui sont tous les moyens qu'on a pu évoquer là, c'est-à-dire le maraudage, les enquêtes de perception, etc. Est-ce que cette personne est là aujourd'hui ?
Non, a priori. En tout cas, non, on ne la voit pas. Donc, Oui, juste un point, les réunions publiques, effectivement, ce sont des lieux d'expression où ceux qui ont le plus d'atouts, de rhétorique et qui sont les plus organisés et structurés en amont vont s'exprimer, accaparer le temps de la parole. Après, il y a quand même pas mal de travaux sur la mise en équité de parole, justement, comment travailler avec ceux qui sont timides, ceux qui ont tendance à ne pas s'exprimer, en amont, justement, pour les mettre en capacité de pouvoir s'exprimer et de tenir voilà, face à des gens qui sont très organisés et au discours très, très structuré. Donc, il existe des travaux hein, dans cette direction. Et après, moi, je plaisante souvent en disant si l'éducation à l'environnement, ça marchait, on le saurait, puis ça fait quand même plus de 30 ans ou 40 ans qu'on en fait. Mais bon, peut-être pas le lieu de plaisanter. voilà, donc, et on avait une dernière série de questions donc, qui porte effectivement sur la co-construction d'une vision commune et donc comment effectivement concevoir en fait une trajectoire commune, c'est-à-dire d'imaginer en fait un futur différent. Et donc c'est vraiment un point donc, à aborder aussi Raphaël en introduction, hein, c'est-à-dire de changer tout d'un coup la vision en essayant de voir comment pourrait être dans le futur le littoral, une fois que le changement climatique aura été opéré, et comment reconsidérer en fait le nouvel espace et comment se projeter en fait dans cette trajectoire future. Et donc, on évoquait tout à l'heure des sites où on essaie de voir aussi de faire apparaître en fait le gain qu'on pouvait avoir sur certains aspects, sur des usages, sur des pratiques. On a vu tout à l'heure sur la plage de Salins que effectivement les gens peuvent réutiliser facilement une plage qui était quasiment inhospitalière avec des cailloux partout. Et donc on voit bien quand même que dans la projection, les gens peuvent très rapidement s'approprier cet espace renouvelé. C'est pas toujours possible partout, mais en tout cas identifier ce changement. Et là, vous aviez aussi répondu à des questions sur ce sujet. Donc, je crois que c'est Sophie qui présente. Oui, lors de la dernière session, on vous demandait comment favoriser localement la connaissance et l'appropriation des effets du changement climatique. Et on vous avait fait plusieurs propositions. Et vous vous êtes exprimé vous-même sur d'autres propositions. Et donc, ce sont très clairement les manifestations culturelles et artistiques associées à l'humour via des dessins humoristiques, des cartoons, qui sont apparus en première ligne, ainsi que les conférences scientifiques également. Donc, on voit que les panneaux ne sont pas vraiment la priorité de la manière de communiquer hein, que vous avez exprimée. Donc, certains d'entre vous ont aussi proposé d'autres manières de s'exprimer via des films. C'est revenu assez souvent au travers de toutes les discussions, de tous les questionnaires que nous avons établis. L'idée de petits courts-métrages ou de films à passer au JT aussi. Donc, vous avez aussi proposé des jeux plateaux type jeux de société. Et il y a une personne aussi qui disait que pour montrer que le paysage, que le littoral est mouvant et qu'il a toujours été mouvant, que ce n'est pas nouveau et qu'il ne faut pas forcément combattre contre cette évolution donc, du trait de côte, qui serait assez pédagogique peut-être sur les panneaux, de montrer des photos d'il y a quelques années et de ce littoral et d'aujourd'hui, et montrer qu'il a toujours bougé et que ce n'est pas une nouveauté et qu'il faut faire avec. Voilà parmi les propositions qui ont été faites, mais ce serait bien qu'on vous entende parce que vous êtes assez peu nombreux à prendre la parole et on aurait vraiment aimé provoquer le débat avec vous. Donc, n'hésitez vraiment pas à demander la parole et à vous exprimer sur la manière, sur
quelles sont vos conceptions des choses et comment co-construire une vision commune avec les usagers, avec les élus, hein. Il y a certains d'entre vous ont dit qu'on ne parlait pas suffisamment d'élus puisque c'est eux qui allaient prendre les décisions. Effectivement, on a parlé beaucoup d'usagers aujourd'hui, mais si on parle beaucoup des usagers, c'est aussi parce que les élus, même si effectivement c'est eux qui vont prendre les décisions, ils sont aussi influençables et influencés par la voix des usagers, bien sûr. Donc, pour qu'un projet soit accepté, il faut effectivement qu'il soit accepté par les élus, mais aussi par une grande part de la population. C'est la raison pour laquelle nous avons mis un gros focus sur les usagers. Donc, est-ce que certains d'entre vous veulent s'exprimer sur cette construction d'une vision commune en prenant le micro? Peut-être Jean Jalbert, est-ce que ça fait 3 fois que tu y réponds, ce serait peut-être bien de t'entendre. Allez, volontiers, mais je ne suis pas sûr d'avoir des choses très pertinentes à raconter, mais en tout cas, oui, je trouve intéressant que la majorité des gens fassent appel pas à la normalité de la science, mais plutôt au sensible. Et ça me semble effectivement essentiel. Et on voit bien que dès qu'on est sur ces sujets-là, et si on veut partager avec le plus grand nombre, il faut passer par un médiateur. Et je trouve que le paysage, par exemple, ou une approche artistique, est une médiation essentielle qui permet vraiment de toucher tout le monde et de concerner tout le monde. En tout cas, voilà, mon expérience, c'est qu'on se confronte, dès qu'on est sur des notions plutôt scientifiques ou un peu ou pas très sympathiques, un peu à faire peur, eh bien, si on essaie d'être rationnel, ça passe très mal et de suite, on fait naître des clivages. Et cette médiation, passer par le sensible d'une part, par quelque chose d'un peu décalé, l'humour, effectivement, comme c'était dit, ou la médiation artistique me semble être extrêmement puissant. Et donc, voilà, le problème, c'est qu'on n'est pas toujours compétent là-dedans. On essaie de faire ce qu'on peut, on bricole, et on voit qu'on des fois, on fait plutôt, on renforce des crispations au lieu de les dénouer en voulant bien faire. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir s'octroyer l'expertise des autres, et notamment, encore une fois, moi, cet aspect à la fois paysager et artistique me semble extrêmement puissant, et c'est cela que j'aurais tendance à privilégier. Oui, donc on se pose d'autant plus la question qu'actuellement, justement, on essaye de trouver des supports pour témoigner sur les 10 projets adaptos qui sont conduits actuellement par le Conservatoire, puisqu'on va arriver dans une phase de communication. Et d'ailleurs, on est à la recherche effectivement des meilleurs supports pour pouvoir témoigner des différentes expériences de gestion de l'évolution du trait de côte en ayant finalement les outils qui permettent de toucher le maximum de public et les plus pertinents par rapport pour témoigner effectivement des différents travaux qui sont faits. Mais c'est vrai que beaucoup des sites adaptos ont utilisé l'approche paysagère et on a pu constater qu'elle était vraiment très opérante sur le terrain, notamment parce qu'elle permettait de travailler sur l'espace-temps, de voir comment était le paysage avant, comment il pouvait évoluer, et ça permet aussi de pouvoir montrer des schémas de comment sera le littoral dans le futur, et ça permet tout de suite de percevoir ce changement, et on peut voir aussi des intérêts à ce changement, parce que le paysage parfois est recomposé de manière très esthétique, et donc effectivement quand on laisse la nature s'exprimer, il y a parfois des expressions qui sont vraiment de très grande qualité, et donc ça c'est vraiment des points importants qu'on a pas mal utilisés sur Adapto et qui sont assez démonstratives. Et donc c'est sans doute ce type d'outil effectivement qui travaille sur le sensible qui semble toucher le plus de personnes. Les personnes qui ont levé la main, Olivier Bonenfant. On vous écoute, Monsieur Bonenfant. Il faut voilà. Il faut ouvrir le micro. Oui. Bonjour. Oui, je voulais rebondir sur vos propos concernant la communication à destination des usagers ou des politiques. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, on a un grand décalage entre la prise de conscience générale par le public du réchauffement climatique, qui, à mon avis, qui aujourd'hui ne se discute plus, on va dire, en termes de
grand public, et notamment sur des conséquences attendues, etc., et les décisions politiques qui sont prises. Et je crois que plutôt que cibler les usagers, aujourd'hui, la priorité des acteurs de terrain, c'est de cibler les politiques, et de cibler les politiques en leur parlant très concrètement des effets sur leur territoire, des effets alors paysagers, mais aussi des effets économiques du réchauffement climatique. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, ce décalage entre la perception qu'ont les usagers qui sont au courant qu'il y a un réchauffement climatique, etc., et le peu de décisions qui sont prises par rapport aux conséquences à venir, nous oblige plus à communiquer vis-à-vis des politiques. Voilà, c'était... Merci bien. Et Agnès Forêt, collègue qui a demandé la parole aussi. Agnès, si on peut ouvrir son micro. Oui, bonjour Agnès. Bonjour à toutes et tous. Excusez-moi, je vais revenir sur un point beaucoup plus léger par rapport à ce qui a été dit, effectivement, sur cette importance quand même que les décideurs soient peut-être plus, comment dire, actifs et impliqués dans ces problèmes de vulnérabilité des littoraux. Moi, je partage vraiment votre sentiment sur le rôle du sensible pour éveiller une curiosité qui irait dans deux sens. Je pense que les manifestations culturelles et artistiques, d'une certaine façon, sur l'estran ou en bord de mer, quand elles sont éphémères, elles engendrent énormément de joie, d'émerveillement, d'enchantement, et que c'est vraiment une voie de respect et d'attention, et de ce que Baptiste Morisot et d'autres pourraient dire des égards ajustés à l'égard du vivant. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante. Je pense que les sciences participatives pourraient être rebaptisées aussi comme sciences créatives participatives, parce que elles engendrent vraiment une esthétique de la relation au milieu vivant par la connaissance du milieu vivant. Au fond, on reconnaît on connaît ce que l'on reconnaît. Et donc, reconnaître est vraiment une voie pour un amour porté dans cette question, dans cette reconnaissance donc, du vivant. Mais l'autre voie, aussi par rapport aux sensibles, c'est tout simplement que le bord de mer ou nos littoraux n'ont peut-être pas non plus besoin toujours de médiation par des objets, par des installations, et que effectivement les marches inspirantes, l'accompagnement de ces marches, ou tout simplement de se tenir face au bord de la mer en étant attentif à la fois des éléments qui sont abiotiques. Les éléments abiotiques, c'est évidemment la roche, le vent, mais également rester un temps suffisant pour se rendre sensible à ce qui est biotique dans le littoral, tout simplement le son d'un oiseau, des petites bêtes qui se manifestent, ou des zoyas qui ont poussé. Vraiment, je pense que là, dans ces perspectives d'inciter à aller en bord de mer est une chose intéressante. Alors, je voulais juste compléter pour dire que quand même, la commande publique artistique... Pardon ? Excusez-moi, je me suis interrompue. Continue Agnès, continue. Pardon. Je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais je voulais juste dire que la commande publique artistique maintenant considère que les espaces naturels protégés peuvent être des lieux de la pratique artistique. Et il est vrai que dans la commande publique républicaine du président Macron, on voit avec satisfaction que de nombreux dispositifs artistiques prennent en compte cette dimension du vivant et de la vulnérabilité des littoraux. Et ça, c'est un point extrêmement important qui vient contrebalancer
des politiques artistiques assez prescriptives de ruissellement qui ont imposé sur les bords de mer. On pense à Serpents d'océan à Saint-Nazaire, ou encore à Saint-Nazaire de la sculpture en béton qui vient là, qui ne respecte pas véritablement le milieu vivant des littoraux. Donc ça, c'est une chose. Moi, je voulais juste vous dire que dans un petit groupe de travail qui est en fait cofondé par Didier, groupe de science-friction et auquel Raphaël appartient, nous travaillons sur ce pilier du sensible, et que pour ma part, je fais un focus en ce moment sur ce qu'on appelle le dark tourisme. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du dark tourisme, c'est le tourisme sombre qui consiste à donner comme destination touristique les lieux des catastrophes. Et c'est très, très porté par un imaginaire collectif de la mort, puisqu'il a été initié par ces autocars qui allaient voir l'épave du Costa Concordia, il y a exactement 10 ans sur les littoraux italiens. Et donc, le sensible des littoraux, il est fait à la fois d'un aspect très vivant, mais aussi, il est traversé par aussi une image de la mort. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour cet éclairage, donc Agnès. Et donc, il y avait une autre demande de parole, c'est Marie-Laure Villegrain. Je ne sais pas si on peut ouvrir le micro. Bonjour, bonsoir presque maintenant. Je représente une petite association du littoral du nord de la Manche, Fernandville Environnement. Nous travaillons depuis presque 10 ans avec le Conservatoire du littoral de Caen, dans le cadre de toutes les animations qui ont eu lieu justement sur la gestion du trait de côte, les sites Natura 2000, etc. Et il n'est pas toujours très facile, nous constatons qu'il n'est pas toujours très facile pour le Conservatoire du littoral, comme pour les locaux, la population locale, mais surtout parmi les plus anciens qui ont un savoir, des connaissances sur justement l'évolution du trait de côte pour certains presque un siècle aujourd'hui. Et donc le lien et le dialogue n'est pas toujours facile. Le conservatoire, excusez-moi de dire ça, hein, je dis ce que je pense, est parfois considéré comme les membres du conservatoire, les représentants, comme les sachants, et qui vont imposer un point de vue aux locaux qui, eux, sont persuadés qu'ils détiennent la bonne réponse, si vous voulez. Donc, je pense, au travers de l'exemple vraiment que j'ai trouvé extraordinaire, qui a été présenté et repris cette fois-ci, la semaine dernière, sur les 2 communes du Var, Saint-Mandrier et Hyères, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire en termes d'approche, de réussite des travaux qui ont été engagés sous la houlette du conservatoire et bien sûr certainement des locaux. Est-ce que dans cette approche des habitants du locaux et des gens qui vont décider des interventions qui vont être réalisées, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité justement de présenter des cas, des exemples de réussite comme les communes du Var, pour réussir à montrer que même s'il y a des risques, il y a une certaine incertitude, parce que la nature est toujours, c'est elle qui, je vais dire, presque décide, hein, en l'occurrence, mais quand même qu'il y a des réussites et que, effectivement, il y a un enrochement. Nous, sur notre commune, on a le problème, justement, comme un peu partout, de ces enrochements, etc., qui existent encore et qui ont été mis en place il y a très longtemps. On va finir peut-être par les enlever ou pas, remédier à des brèches qui se sont faites dans le cordon dunaire. C'est la décision qui est prise actuellement. Et est-ce que l'on pourrait montrer, justement, des exemples de réussite et les décisions qui ont été prises grâce, là, je vais dire peut-être au savoir, à l'expérience de scientifiques, à l'accumulation de connaissances sur de nombreux sites en France et
à l'étranger, pourquoi pas, et à travers ces exemples, montrer que, bien sûr, tout le monde, on se met ensemble autour de la table, on observe ce qui est proposé, ce qui est montré, et on discute, et peut-être que de cette manière, on peut peut-être amener les gens à revoir leur position et s'adapter et adopter petit à petit en participant, en collaborant aux propositions qui sont faites par notamment le Conservatoire du littoral et parfois les élus, puisqu'en dans le cas où ils s'associent réellement, ils prennent part avec le Conservatoire aux décisions et aux réalisations par la suite. Alors, pour apporter un élément de réponse, mais je pense que d'autres personnes voudront intervenir, c'est justement le but du projet Adapto qui est mené par le Conservatoire du littoral, à savoir s'appuyer sur 11 sites pilotes pour justement mener des actions de renaturation, de travail sur la libre évolution, etc. Et en accompagnement de ces travaux et de ces projets, sont menées un certain nombre d'enquêtes sociales que Myriam a relatées, ainsi que des relevés topo, bathymétriques réalisés par le BRGM, etc., pour vraiment accompagner ce projet, donner toute la matière scientifique pour mieux communiquer dessus. Mais je dirais que voilà, tout ça est en train de se faire. Donc, les retours d'expérience, vous le voyez, les Vieux Salins, on a terminé les travaux fin 2020. C'est tout récent. Le seul projet qui a été terminé il y a un petit peu plus de temps, c'est le Petit Travers en Languedoc-Roussillon, sur lequel on s'appuie énormément en matière d'exemple. Le Petit Travers, c'est un exemple de route qui a été supprimé pour travailler sur une reconstitution d'une aire, etc. Et déplacer les parkings. Alors, le projet n'est pas parfait, il faut l'adapter sans arrêt, mais c'est bien l'objet du programme Adapto, c'est s'adapter au fur et à mesure que la mer monte, que le trait de côte évolue, s'adapter, mais avec des solutions douces, c'est beaucoup plus facile que de s'adapter avec des digues en dur, bien sûr. Mais effectivement, l'objectif, c'est vraiment de communiquer sur ces réussites, sachant que dans le programme Adapto, ce qui avait été choisi au départ, c'était des sites dans des cas de situation très différentes, des échelles très différentes. Par exemple, le site Adapto Corse, il fait 20 km de long, alors que le littoral des Vieux Salins ne fait que 800 mètres linéaires. Donc, on a l'idée, c'est vraiment de partir de ces cas très différents pour communiquer dessus et qu'il y ait au moins un des 11 exemples Adapto qui puissent parler aux gens lorsqu'on ira les voir sur un cas qui les concerne. Mais c'est dû au cas par cas, c'est sûr. C'est ça, exactement. C'est tellement du cas par cas que c'est compliqué. Enfin, je sais que nous-mêmes, quand on dialogue avec les élus des Alpes-Maritimes, la côte des Alpes-Maritimes est tellement contrainte par la route, la voie ferrée, la montagne à l'arrière, qu'il est difficile de mener des programmes de renaturation parce qu'il n'y a plus de place sur cette côte. Donc, on est vraiment sur du cas par cas. Oui, et puis persuader que la suppression d'un enrochement va être la solution, avouez que c'est très compliqué parce que l'enrochement, ça représente la sécurité. Il a été mis là pour une raison de sécurité. Vous décidez d'enlever la bouée qui sert de sécurité tout d'un coup et vous dites ça va marcher. Il faut vraiment montrer des exemples où ça marche. Ils ne seront peut-être pas adaptables chez nous, mais ça peut déjà donner une idée. Exactement. Et juste pour finir, et après je passerai la parole à Patrick Bazin et Jean Jalbert qui veulent aussi s'exprimer, c'est qu'on mène ces actions là où il n'y a pas d'enjeu humain à l'arrière, c'est-à-dire là où le Conservatoire du littoral est propriétaire de la partie arrière littorale. Donc, on travaille sur des solutions fondées sur la nature, là où on a de la nature à l'arrière, et pas là où on a des maisons. Là, ce sera plus compliqué, effectivement, d'enlever une barrière sécuritaire quand on a des maisons ou des activités économiques en arrière littoral. Patrick Bazin, vous voulez peut-être compléter sur cet aspect-là? Oui, alors effectivement, merci à Sophie déjà pour tes réponses. Et effectivement, le projet Adapto, il est vraiment destiné à fournir et à diffuser ces exemples.
C'est ce à quoi on va s'employer pendant l'année 2022, puisque c'est la dernière année d'exécution du projet. Il y aura un colloque en fin d'année, en novembre vraisemblablement, qui essaiera de véritablement médiatiser au maximum les résultats du projet, et on essaiera de diffuser ces résultats de la façon la plus large possible d'ici là et après. Il y a aussi au sein même du programme Adapto des démarches enfin, je ne sais pas comment il faudrait appeler ça, enfin de visites en fait, de visites croisées, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de délégations, d'élus et de techniciens de sites confrontés à ces problèmes-là, qui ont rendu visite à d'autres sites où les responsables locaux sont confrontés à des questions similaires, et ça permet justement de se comparer, de voir ce qui marche dans un cas, comment on s'y prend, etc. Et j'aurais envie de vous poser une question, Madame Villegrain, c'est justement dans votre site, hein, qui est tout à fait dans des configurations similaires au site Adapto. Sur ce genre de site, notre premier objectif, c'est essayer de partager avec tout le monde l'idée que ce rivage, il n'est pas forcément immuable, qu'il faut pouvoir imaginer qu'il puisse évoluer. C'est notre première conviction, parce qu'en fait, si cette conviction-là, si cette possibilité-là n'est pas envisageable, forcément, on ne peut pas discuter de projets alternatifs. Il y aura toujours une seule solution, c'est celle de protéger les enrochements existants, les digues existantes. Et comme nous sommes profondément persuadés, alors ce n'est pas forcément être sachant que de dire ça, parce qu'on ne sait pas si c'est la vérité, mais en tout cas, on est persuadé de ça, qu'il est nécessaire que nous puissions évoquer d'autres types de solutions, tout en restant dans des systèmes de sécurité vis-à-vis des biens et des personnes. Et une fois que cette idée-là peut exister, alors effectivement, on ouvre beaucoup plus de champs de discussion. Et donc, comme ce site du Val-de-Serre, dont vous êtes issu, connaît des questions de ce type-là depuis déjà un certain temps, est-ce que pour vous, le trait de côte, il doit rester fixe, immuable, ou est-ce que vous imaginez que d'ici quelques années, il puisse évoluer? Il ne peut pas, c'est évident. J'ai 75 ans, je me suis déjà aperçu que non, mettre le mot « il doit », il ne peut pas. Je n'ai même pas exprimé cela comme ça. Oui, il ne peut pas, ça ne peut pas. Mais il y a parfois des solutions simples, momentanées, j'en conviens, qui peuvent peut-être, pendant une durée donnée, apporter une solution à court terme, bien entendu. Oui. Mais c'est la question de la temporalité qui n'est pas évidente. Ouais. Non, voilà. Et puis, on s'aperçoit justement, quand on est là depuis, je vous dis, j'ai 75 ans, et j'ai en plus la parole de mes parents, de mes grands-parents, donc ça remonte à plus dans le temps, et donc on voit aussi, outre le fait vraiment du bord du littoral qui se détériore, mais aussi on voit des mouvements incessants, par exemple pour le sable. On ne peut pas dire cette plage s'en va, elle est disparue à tout jamais, ce n'est pas vrai. On voit par exemple, j'ai un cahier sur lequel je note avec des photos, donc les va-et-vient du sable, par exemple, dans un endroit bien précis. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est au cas par cas. Un endroit ne fait pas un autre, même sur notre littoral. Mais je demanderais, par exemple, au conservatoire, dans ce cas, d'avoir souvent un langage vrai. Parce qu'en tant qu'association, on a accès à des textes, à des documents qui sont internes au conservatoire et où on a vraiment, on voit la réalité assez brute, enfin voilà, avec des projections à long terme qui sont certainement vraies. Mais quand on s'adresse au public, je pense que même si on y met les formes, il faut tenir le même langage. Et parfois, c'est là aussi que s'amorcent les difficultés parce que le public n'a pas toujours compris exactement la réalité des choses, parce qu'elle elle est exprimée un peu en douceur, d'une façon un peu pas détournée, je suis un peu sévère, mais c'est un constat que je fais.
Oui, mais c'est un point important qu'a souligné d'ailleurs en introduction tout à l'heure Raphaël, hein, l'honnêteté et la confiance, et je pense que c'est important dans ces démarches. Effectivement, si on veut vraiment être crédible dans les démarches de participation, de concertation, et je crois que c'est important d'être cohérent et honnête dans les démarches. Est-ce qu'on peut donner la parole à Jean Jalbert qui avait souhaité s'exprimer? Et merci. Alors, rapidement, c'était juste souhaiter revenir sur les propos d'Olivier Bonenfant sur le besoin de sensibiliser, mobiliser les élus et les sensibiliser au changement climatique et à ses effets, si j'ai bien compris ses propos. Moi, pour les élus que je côtoie, j'ai le sentiment qu'ils ont au moins aussi bien intégré, compris les enjeux des changements climatiques et de leurs effets que le citoyen lambda. Néanmoins, on en voit qui ont parfaitement compris ça et pourtant qui n'agissent pas. Et j'ai le sentiment que c'est parce que justement, il y a une pression de leur mandant, en tout cas qu'il soit réel ou ressenti, qui est souvent réel, où certains acteurs socio-économiques, socio-professionnels qui ont une capacité d'influence, en usent ou en abusent. Et du coup, l'élu en question, soit est un peu joueur quand son univers politique est capable de faire des paris, soit il est moins joueur. Et auquel cas, effectivement, on en voit qui n'arrivent pas à bouger. C'est là où ce que disait Marie-Laure Guigrin et puis Patrick Bazin à l'instant, ces visites croisées, je pense que les élus qui parlent aux élus, c'est extrêmement puissant. Et si on peut faire des visites comme ça, croisées d'élus, et accompagnés de leurs techniciens, souvent d'un site à l'autre, je pense que c'est une force de conviction beaucoup plus forte, plus importante, et qui peut donner des points d'appui, des éléments, et peut-être le petit supplément de, je ne sais pas si on peut parler de courage politique, mais enfin, voilà, une capacité à prendre ce pari, à s'engager, à y aller. Donc voilà, c'est là où il me semble qu'à la fois des élus qui parlent aux élus et des retours de sites d'expériences réussies qui puissent vraiment témoigner et aller sur des sites, c'est important. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, cette médiation pour emporter l'adhésion de la base, en tout cas que des élus aient le sentiment que ce n'est pas 2 ou 3 personnes qui sont un peu vocales qui vont bloquer tout le système, en tout cas que par l'approche artistique ou paysagère, on puisse emporter une forme d'adhésion et montrer que oui, des gens sont intéressés et prêts à faire ce pari aussi et à accompagner des élus dans cette aventure. Je crois que c'est des leviers essentiels. Merci Jean pour ce témoignage. Très bien. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que ça chemine vers la fin de notre échange. Donc, est-ce qu'il y a encore des demandes de prise de parole? Je regarde en même temps le chat. Très bien. Donc, si vous voulez bien, donc, on peut conclure notre session, sachant que, comme vous avez pu le voir, en tout cas, les différentes sessions, hein, puisqu'il y en a encore 3 à suivre, hein, donc 3 sujets liés donc, à ce webinaire hein, qui va durer quasiment jusqu'au mois d'avril. Donc, toutes les sessions sont enregistrées et donc elles sont consultables ensuite. Hein, donc, et vous allez avoir les liens pour pouvoir les consulter. Donc, si vous ne pouvez pas assister à toutes, mais c'est intéressant de pouvoir les regarder ou les écouter tranquillement. Et donc, ça fera aussi l'objet de différents rapports, hein, sachant, comme vous l'indiquez, on va travailler de toute façon toute l'année sur cette question, puisque c'est également prévu dans le cadre du projet Adapto hein, de diffuser la connaissance, les expériences, hein, puisque c'était l'objet même du projet Adapto, que d'accumuler des expériences et de faire des retours de terrain sur justement les 10 ou 11 sites en fait, qui font l'objet de cette expérimentation. Est-ce que donc, mes camarades veulent apporter des points de conclusion? Est-ce que, Raphaël, tu as des points à dire en conclusion? Je ne vois plus. Peut-être revenir sur les affects. Je pense que il y a cette notion d'attachement. Je pense que beaucoup d'acteurs du territoire sont attachés à leur paysage. Donc, les approches paysagères sont cruciales. Et ce qui passe par les affects permet justement d'aborder les attachements. Et ces attachements, ils sont le fruit de pratiques et ils nourrissent les identités locales et on a tendance peut-être des fois à oublier que
que dans la définition de la résilience sociale et écologique, c'est la capacité d'un système social et écologique à absorber certes des chocs, à s'en remettre, à continuer de fonctionner et à préserver son identité. Donc, les approches par les affects et les attachements permettront très certainement aussi de construire des alliances nécessaires pour l'adaptation. Donc, je pense qu'il faut bien garder ça en tête. Ouais. On ne t'entend pas, Didier. J'ai oublié d'ouvrir mon micro. Enfin, merci beaucoup pour votre participation. Donc, ça a été un plaisir, même si effectivement, ce n'est pas le format qu'on avait imaginé au tout départ, hein, puisqu'on devait avoir un forum en présentiel, donc tous ensemble à La Rochelle. Mais en tout cas, ça nous a permis d'échanger. Et puis, sachez que, comme l'indique Patrick, on conserve effectivement à la fois l'enregistrement de nos débats, mais aussi les chats, hein, donc, qui sont très riches. Hein, et donc, merci pour vos réactions, votre réactivité, la réponse aux questions. Et donc, ça a été vraiment un plaisir de travailler tous ensemble. Et puis, n'hésitez pas, donc il y a les autres rendez-vous qui arrivent. Je crois que le prochain thème, c'est sur la question de l'agriculture, hein, donc de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Et donc, également avec des débats qui s'annoncent passionnants. Merci à tous. Et donc, à très bientôt. Et donc, au plaisir de vous revoir cette fois-ci en présentiel, j'espère. Voilà. Au revoir.